Sud Radio Berkov dans tous ses états. Le face-à-face. Le face-à-face aujourd'hui avec Nicolas Meillan, membre des Éconoclastes. Bonjour Nicolas. Bonjour. Alors, Nicolas Meillan, on vous a déjà reçu, on a parlé effectivement de ce tableau énergique, tout électrique. Ce qui est intéressant, c'est voilà, haro sur les énergies fossiles, d'où nous vient tout le mal, tout ça doit disparaître, solde, fin de partie, et il faut effectivement les énergies renouvelables. On l'a dit sur tous les temps, sur tous les tons, depuis déjà des décennies. Et qu'est-ce qu'apporte aujourd'hui, on va en parler avec vous quand même, le tableau? Trois choses. D'abord, ce qui a précipité l'invasion de l'Ukraine par la Russie, c'est-à-dire ce qui est en train de se dégager. Par exemple, enfin, je vous donne trois exemples. Nous, les écolos au pouvoir, ou en tout cas participants au pouvoir, nous achetons du gaz de schiste aux Américains, alors qu'il est formellement interdit depuis 10 ans d'extraire, et même de découvrir un quelconque gaz de schiste en France, depuis la loi de 2011. L'Allemagne, et pas seulement l'Allemagne, la Chine aussi et tout, rouvre partout des centrales à charbon, et que je sache, entre l'Allemagne et la France, avec le vent, peut-être ça circule un peu, il y a peut-être de la pollution, pourtant ce sont les Verts qui sont au pouvoir en Allemagne, etc., etc. La voiture électrique, on dit oui, très 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 bien, mais avec quoi ça marche? Qui a effectivement le nickel, qui est la Russie notamment. Il y a cette espèce d'incroyable tableau, on va prendre le temps d'en parler, Nicolas Meillan, mais est-ce qu'il n'y a pas quelque chose de totalement, je dirais, fonctionnement au doigt mouillé? On a l'impression d'une absurdie, là. Il y a beaucoup de religions. Dès qu'on parle d'énergie, on est dans un monde très religieux, avec beaucoup de croyances, et on regarde toujours une face du problème. Mais c'est un problème avec des multiples facettes, c'est un problème systémique. Juste un exemple. Les écolos, Gerhard Schröder en 98, pour devenir chancelier, il a besoin des écolos. Et les écolos lui disent, très bien, on te rejoint, mais tu fermes le nucléaire en 20 ans. Et donc Gerhard Schröder annonce, pour pouvoir gouverner avec les écolos, qu'il va fermer le nucléaire en 20 ans. C'était en 2000. Qu'est-ce qu'il a fait en même temps? Il a dû, pour remplacer le nucléaire, construire un réseau de pipeline venant de Russie, acheter plus de gaz. Si les écolos n'avaient pas fermé le nucléaire en Allemagne, ils n'achèteraient pas de gaz russe aujourd'hui. Donc ils se sont créés tout seuls cette dépendance, puisque le gaz, c'est un petit peu quand même l'énergie, même si c'est une énergie fossile, de la transition énergétique, parce qu'on en a besoin quand les éoliennes ne tournent pas, qu'il n'y a pas de vent, quand il fait nuit et qu'il n'y a pas de soleil, et qu'on en a besoin aussi beaucoup pour remplacer le charbon. Et c'est notamment le cas en Chine, en Corée du Sud, au Japon, où on a utilisé beaucoup plus de gaz naturel pour faire baisser les émissions de CO2. Sauf que le problème, c'est qu'on n'a pas regardé d'où ça venait. Il venait principalement de Russie. Et de deux, on s'est interdit de regarder si on en avait, juste regarder, pas y toucher, juste le regarder. Oui, regardez, oui. Et trois, depuis un accord d'ailleurs avec Donald Trump, on importe de plus en plus de gaz de schiste. Il faut revenir à cet accord de Donald Trump qui avait menacé de mettre des sanctions sur les voitures allemandes aux États-Unis. Et on l'avait dit, sois sympa, tu ne nous mets pas de sanctions, on va t'acheter ton gaz de schiste. Ça date pas de von der Leyen, ça date de Donald Trump il y a quelques années. Intéressant à rappeler, on en parle de tout cela et longuement après les informations. Et vous n'hésitez pas à nous appeler au 0826 300 300. Ici Sud Radio. Les Français parlent au français. Je n'aime pas la blanquette de veau. Je n'aime pas la blanquette de veau. Sud Radio Berkov dans tous ses états. Nicolas Meillan, vous participez régulièrement aux réflexions de plusieurs think tanks sur la transition énergétique, la fameuse transition énergétique. Et compte tenu de ce qui se passe en ce moment sur le plan politique, sur le plan militaire et autres, et les conséquences que ça a, mais évidemment tout a commencé bien avant, cette transition énergétique, au fond, si on avait fait faire un bilan, ça se passe comment? Enfin, on a l'impression qu'il y a des allers-retours, il y a du fake news, il y a du semblant, il y a du simulacre. Comment ça se passe? Alors, ça se passe pas. Tout simplement, c'est-à-dire que la transition énergétique, le but c'était de remplacer des énergies fossiles par des énergies décarbonées. Et en fait, aujourd'hui, c'est
80% des énergies dans le monde consommées, c'est des énergies fossiles. 80%. 80%. Ouais. C'était le cas il y a 20 ans et ce sera probablement le cas dans 20 ans. Pourquoi ? Parce qu'on s'est focalisé sur, en tout cas en France, la transition électrique. C'est-à-dire qu'on s'est dit qu'on allait remplacer des centrales nucléaires par des panneaux solaires fabriqués au charbon en Chine et par des éoliennes fabriquées en Chine. Mais ça n'est pas d'impact sur nos émissions de CO2, pas un impact sur notre balance commerciale et aucun impact sur notre consommation et de pétrole et de gaz. Et voire, ça va faire augmenter notre consommation de gaz parce qu'on a besoin de ce gaz quand il n'y a pas de soleil ou quand il fait nuit. Donc elle est inexistante. Il suffit de regarder les émissions de CO2 mondiales depuis qu'on a mis en place, vous savez, les fameuses COP tous les ans, au début des années 2000. COP 21, 22, 23, 24, 25, en fait, les émissions de CO2 n'ont jamais autant augmenté que depuis qu'on a mis les COP en place. Donc peut-être qu'on parce qu'il n'y a pas de sanctions, Nicolas Meillan. Parce que la Chine, la Russie, etc. Les sanctions, elles arrivent. Elles arrivent avec le monde du réel et les contraintes sur la disponibilité de pétrole et de gaz. Il faut savoir que nous, en Europe, on a quand même misé sur la transition énergétique, sur le gaz naturel. La Chine aussi. Manque de peau, une grande partie de ce gaz vient de la Russie. Le jour où on se fâche avec la Russie, qu'est-ce qu'on fait ? Et on va vite se poser la question, puisqu'il y a quelques jours, Vladimir Poutine a décidé de graduellement couper le gaz à l'Europe. Ah oui, c'est une décision qui a été prise, oui. Ça a été pris il y a quelques jours. Vous avez notamment le premier pipe qui s'appelle Nord Stream 1, qui va de la Russie à l'Allemagne, dont l'approvisionnement a baissé de tête, je crois, de moitié ou un peu plus. Pourquoi ? Parce qu'il manque des pièces pour remplacer certaines pompes. Et comme les Allemands ne peuvent pas donner les pièces parce que c'est sous sanction, il y a moins de gaz. Oui, c'est-à-dire, en fait, on est piégé par nos propres pièges, quoi. Voilà, c'est la balle dans le pied qu'on s'est tirée et qui continue à faire son effet. Mais alors, justement, est-ce qu'il n'y a pas... Oui, mais alors, du coup, donc, on continue. Vous aviez parlé de Trump et du gaz de schiste. Donc, aujourd'hui, juste pour préciser, Nicolas Meillan, vous savez ça, vous, mieux que personne, aujourd'hui, il est interdit en France même de repérer du gaz de schiste. C'est même pas de l'extraire. C'est ce qu'on appelle l'exploration. C'est-à-dire de regarder et d'estimer quelles pourraient être les réserves dans le sous-sol, que ce soit de gaz de schiste ou de pétrole de schiste. Par contre, on a le droit, et on a été les premiers importateurs mondiaux en mars dernier, d'en importer des États-Unis. Il faut savoir qu'aux États-Unis, quand on exploite du gaz de schiste, on est exempté de respecter les normes de protection environnementale, protection de la qualité de l'air, protection de la qualité de l'eau. Exempté. C'est d'ailleurs pour ça que ça s'est développé. Nous, si on développait ça en France, on l'a déjà fait dans la région de Lac, on a des normes, les plus contraignantes. Donc ce gaz, ce serait forcément mieux fait et moins polluant. Et donc moins cher. Le bilan pour la planète serait meilleur. Moins cher, il faut voir, ça dépendra du marché. Le problème, c'est que tout le monde veut acheter du gaz aujourd'hui et qu'on vient de supprimer un des plus gros fournisseurs mondiaux. Donc là, on a prévu d'acheter beaucoup plus de gaz de schiste aux Américains, mais les Chinois, ils en veulent aussi. Les Sud-Coréens, ils en veulent aussi. Les Japonais, ils en veulent aussi. Les Américains, ils en veulent aussi. Le prix du gaz aux États-Unis a été multiplié par 3 en 6 mois. Donc à un moment donné, le consommateur américain, il a dit, écoute, t'es gentil de vendre ton gaz aux autres, mais America first. Donc qu'est-ce qui va se passer ? Les Américains vont garder leur gaz. Tout à l'heure, on parlera des voitures électriques. Les Chinois vont garder leur cobalt. Les Russes vont garder leur nickel. Et nous, les Européens, on va être à poil. C'est ça. Alors on va être les dindons de la farce, comme on dit, quoi. On l'est déjà. Mais alors, justement, avant de parler des voitures électriques, quid de ceci ? Enfin, là c'est le pétrole. Est-il exact, parce que ça circule beaucoup, que donc Poutine, enfin la Russie vend de plus en plus, d'ailleurs ils ont sextuplé ou décuplé, l'Inde a décuplé ses importations de gaz russe, et il paraîtrait, je le dis au conditionnel, qu'ils nous les revendent à l'Europe avec bénéfice. Alors ils le revendent a priori pas en pétrole, mais ils le revendent en produits raffinés. Oui, c'est ça. Un produit raffiné, c'est du carburant, c'est de l'essence, c'est du diesel. Si vous voulez, quand vous avez une raffinerie, vous savez ce que vous mettez à l'entrée,
à la sortie, il n'y a pas une étiquette sur le diesel pour vous dire c'est le diesel de Monsieur Poutine. Donc c'est tout à fait vraisemblable. Et de toute façon, c'est des choses auxquelles nous étions habitués puisque lors de la guerre en Syrie, nous achetions du pétrole de l'État islamique. Donc on sait comment faire, sans le dire. Ouais. Et en fait, aujourd'hui, si vous voulez, alors vous dites justement la transition énergétique, en fait, elle n'a pas lieu. En tout cas, elle n'a pas eu lieu, elle n'aura pas lieu dans un avenir prévisible. Ah si, elle va avoir lieu. Là, elle n'a pas eu lieu parce qu'on n'a pas voulu anticiper. Mais là, une fois que vous avez moins de contrats d'approvisionnement en pétrole, une fois qu'il n'y a plus de diesel à la pompe, vous n'avez pas le choix. Il va falloir que vous vous organisez différemment. Mais ça va être un peu plus dans la contrainte et un peu plus dans la douleur. Comment il y a des solutions. Il faut regarder où est-ce qu'on consomme du pétrole. Bon, dans les voitures. Alors, qu'est-ce qu'on pourrait faire sur les voitures ? Peut-être des voitures plus petites. Peut-être qu'on pourrait monter à deux dans les voitures, faire du covoiturage. Sur le domicile-travail, il faut savoir que quand vous allez au travail en Ile-de-France, il y a 1,06 personnes par voiture. On pourrait peut-être faire un peu mieux. Si vous mettez 10% de plus, 1,2, ça veut dire que vous faites du covoiturage une fois par semaine, vous supprimez l'intégralité des bouchons. Forcément, si vous mettez deux personnes au lieu d'une personne, vous divisez par deux la consommation de pétrole. Une autre chose qu'on pourrait faire, qui serait intelligent, c'est d'essayer, quand on fait les trajets du quotidien, de ne pas les faire en voiture, mais différemment, donc parfois en vélo. Alors en vélo, c'est facile, dans Paris, en ville. Et quand vous êtes à la campagne et que vous partagez la route avec 44 tonnes, c'est compliqué. Sauf que, aujourd'hui, on a mis plus de 100 milliards d'euros pour développer des panneaux solaires, des éoliennes qui n'ont eu aucun impact sur nos émissions de CO2. Et ça nous a coûté 100 milliards d'euros. 100 milliards d'euros. Pour 100 milliards d'euros, vous développez un réseau de pistes cyclables, vous doublez toutes les routes de France d'une piste cyclable. Et là, vous permettez aux gens qui habitent en milieu rural, qui ont souvent les budgets les plus contraints, de pouvoir se déplacer en vélo. Le vélo électrique permet d'aller plus loin. Alors, vous ne ferez pas 80 km, mais 10 km, 15 km, c'est du domaine du faisable. Mais nous, on préfère investir dans la religion, mais malheureusement, ça rapporte moins. Oui, alors attendez, Nicolas Meillan, ça, tout cela est bel et bon. Mais enfin, écoutez, quand, par exemple, on n'est pas seulement des voyageurs à bicyclette, on achète des choses. Je ne vais pas mettre sur la bicyclette les choses que j'ai achetées chez Darty ou le mobilier, etc. Je ne vais pas mettre... puis, il y a les gosses et les personnes âgées, ça fait quand même du monde. Bien sûr. Comment je fais, si vous voulez? Mais il y a un problème économique qui est posé. Déjà, il faut commencer par les gens qui peuvent le faire. Vous n'allez peut-être pas tous les jours par Darty quand vous allez au travail. Donc moi, je parlais des trajets de domicile-travail. Là où on peut se passer du pétrole, et d'ailleurs, c'est là où la voiture électrique est pertinente. C'est pour les trajets du quotidien, pour les personnes qui n'ont pas accès au transport en commun. Donc les gens qui habitent en périurbain, rural, c'était les gilets jaunes. C'est eux qui étaient dans la rue quand le prix du pétrole avait augmenté. Mais il faut se souvenir que les gilets jaunes, le prix du pétrole, il n'était pas à 2,50 comme aujourd'hui. On était à 1,80. Donc il est à 2,50 aujourd'hui. Ce qui se trame pour les prochains mois, c'est peu enthousiasmant. On va en parler après cette petite pause. On continue d'en parler avec Nicolas Meillan et on va parler évidemment de la voiture électrique. Est-ce la solution ? Sud Radio. Les Français parlent au français. Les carottes sont cuites. Les carottes sont cuites. Sud Radio Berkov dans tous ses états. Et on parle de cette transition qui aura lieu, mais peut-être pas dans les termes auxquels on aurait souhaité, avec cette balle dans le pied ou dans le ventre, je ne sais pas, et avec cette Europe un peu, il faut le dire, d'un don de la farce, sinon beaucoup. Mais justement, on parlait de voitures électriques et on parlait du tout électrique, Nicolas Meillan, avec vous. Et en fait, il n'y a pas une solution miracle, ça se saurait, mais qu'est-ce que peut apporter aujourd'hui la voiture électrique, parce qu'il y a une très furieuse polémique en disant mais elle pollue autant que les autres, etc. C'est effectivement la première question que devraient se poser ceux qui ont décidé de supprimer les voitures thermiques neuves à horizon 2035, parce que si on fait le bilan de la voiture électrique, elle était censée faire baisser nos émissions de CO2, sauf que la batterie est fabriquée actuellement en Chine et en Pologne. Je rappelle souvent qu'en 2020 on a subventionné, on adore faire ça, 300 millions d'euros, la production de batteries au charbon en Chine, en Pologne. Bon, alors, batterie au charbon, oui. Au charbon, donc ça c'est notre argent, c'est comme ça qu'on l'utilise. On aide les Chinois à se développer parce qu'a priori, ils n'y arrivent pas tout seuls. 300 millions d'euros.
Pourquoi ? Parce qu'on donne des aides à l'achat pour une Renault Zoé, par exemple, dont la batterie est fabriquée en Pologne. Et les cellules en Chine. 6 000 €, vous en vendez 50 000, 6 fois 50 000, 300 millions, le compte est bon. Donc, a priori, les émissions de CO2, pour que ça baisse, il faudrait les fabriquer chez nous. Aujourd'hui, on importe 80% des voitures électriques qui sont vendues en France. Donc, pour l'instant, CO2, pas d'impact. Et puis, si on regarde au niveau mondial, 40% de la production d'électricité est faite au charbon. Peut-être que demain, ce sera plutôt 45 ou 50, vu que à la fois les Pays-Bas, l'Autriche, l'Allemagne ont annoncé la relance du charbon parce qu'ils se rendent bien compte qu'on risque d'être à court de gaz pour l'hiver prochain. Donc si de toute façon elle roule au charbon, l'impact CO2, on va dire, limité. Alors, bon, si c'est pas le CO2, on va dire oui, mais pour le pétrole, c'est bien parce que pour le pétrole, on dépendait quand même des pays de l'OPEP et de la Russie. 40% de l'approvisionnement de pétrole, l'Arabie Saoudite qui découpe ses journalistes en morceaux, c'est quand même pas sympa. Le méchant Poutine. Et donc, qu'est-ce qu'on fait ? On se met dans les bras de la Chine, 80%, qui contrôle la chaîne d'approvisionnement des batteries. Ouais. Donc, sur la souveraineté, a priori, c'est pas non plus le but. Balance commerciale, j'en ai parlé. On continue à les importer. Si on remplace des voitures et du pétrole qu'on importe par des voitures et des batteries qu'on importe, aucun impact. Ouais. Et on connaît le déficit de la balance commerciale française. Plus de 100 milliards d'euros, record d'Europe. Et là, c'est en train de plonger avec un prix du pétrole qui a été quand même multiplié par 2 en 6 mois. Donc, alors, on fait ça parce que ça nous coûte moins cher de rouler en voiture électrique. Alors oui, ça c'était le cas avant. Effectivement, ça coûtait 4 fois moins cher de faire son plein. Alors, elle était plus chère à l'achat, mais on se récupérait ensuite. Mais il fallait beaucoup rouler. Il fallait rouler 30-40 km par jour, ce qui est la raison pour laquelle c'est pas fait pour les villes d'ailleurs. Sauf qu'aujourd'hui, les Européens, je vais vous raconter une anecdote, on est tellement intelligents que le prix de notre électricité est indexé sur le prix du gaz de M. Poutine. Ah bon, en ce moment même là... Depuis toujours, c'est la règle en Europe. En fait, c'est la dernière centrale appelée par le réseau qui fixe le prix du gaz et le prix de l'électricité. Et cette dernière centrale, c'est une centrale à gaz parce que c'est très flexible. Et donc, le prix du gaz ayant été multiplié par 4 depuis 1 an, le prix de l'électricité a donc été multiplié par 4. Et donc, ça ne coûte plus moins cher de faire le plein de voitures électriques. Alors, on nous avait dit, oui, la pollution atmosphérique, c'est bien. Alors, sur la pollution atmosphérique, si on regarde les particules, c'est pas forcément évident. Premièrement, parce qu'en ville, les voitures, c'est 20% de contribution des particules. Deuxièmement, parce qu'effectivement, il n'y a plus de particules dans le pot d'échappement, mais dans les voitures récentes, il y en avait de moins en moins avec les filtres à particules, essence et diesel. On avait amélioré tout ça, bien sûr. Mais sauf que la voiture est plus lourde, parce qu'elle a sa batterie. Elle fait 300 kg de plus. Et donc, en fait, elle va avoir plus d'abrasion des pneus, elle va remettre plus de particules en suspension, et donc, grosso modo, sur les particules, le compte n'y est pas forcément. Donc, quand on fait le bilan, on se dit, mais finalement, on l'a fait pourquoi cette voiture ? Sans parler de l'emploi. On avait en Europe un avantage comparatif sur les moteurs thermiques, parce que c'est nous qui les avons inventés, les moteurs d'essence, les moteurs diesel. C'est nous qui avons développé toutes les normes environnementales, qui sont les plus sévères du monde. Et qu'est-ce que ça a fait ? Ça a fait que ça a mis des barrières. Nous sommes le marché le plus protectionniste au monde. C'est la raison pour laquelle vous ne trouverez pas de voiture chinoise dans la rue, à part la Tesla Model 3 et la Dacia Spring électrique. Mais pas de voiture chinoise. Et donc, qu'est-ce qu'on fait avec la voiture électrique ? On fait sauter ces barrières. On fait sauter ces barrières. Et donc, on va être submergé par la Chine, qui est déjà, aujourd'hui, le 2e fabricant de voitures électriques vendues en Europe, devant la France. Qui est le premier aujourd'hui ? L'Allemagne. L'Allemagne, bien sûr. Allemagne, Chine, France. Ça, c'était l'an dernier. Donc, à la fin de l'histoire, mais pourquoi est-ce qu'on fait cette voiture électrique qui va coûter de plus en plus cher ? Aujourd'hui, les voitures neuves, c'est pour 20% des plus riches. Demain, en 2035, ça veut dire quoi ? 5% de la population, 2% pour s'acheter une voiture neuve. Et donc, effectivement, ça pose problème. Si on parle un peu des métaux, est-ce qu'on s'est organisé en Europe sur le nickel, qui est raffiné en partie en Russie, sur les cobaltes, qui est raffiné en Chine, sur le lithium, dont les prix ont été multipliés par 10 ? Cette année, ce sera la première année où les prix des batteries vont augmenter. Ça, c'était pas prévu par McKinsey. Ils étaient sûrs que ça allait baisser, que ça allait plonger. Eh bien non, parce qu'il y a une contrainte sur les métaux, et donc ça va augmenter. Et donc, la vraie solution, la véritable solution, c'est de se dire, on prend chacun des déplacements, trajet du quotidien,
comment je peux le faire? Si je peux le faire avec mon vélo, très bien, c'est pas le cas de tout le monde. Si je peux le faire avec une petite voiture à essence ou diesel et je peux partager le coût en faisant du covoiturage, parce que le covoiturage, l'idée c'est qu'on divise aussi le coût par deux. Ça peut être une solution. Et après, éventuellement pour ces ménages, si on a une contrainte pénurie de diesel qui pourrait arriver dans les prochains mois, c'est un scénario possible. Et bien là, la voiture électrique pourrait être un remplacement, mais il faut qu'on la produise chez nous, avec de l'électricité décarbonée, et qu'elle soit petite, avec une petite batterie. Mais Nicolas Meillan, en fait, qu'est-ce qui se passe dans la tête de ceux qui ont décidé qu'en 2035, c'est demain, c'est dans 12 ans, plus de voitures thermiques? Je vous dis, c'est un problème religieux. C'est cette religion qui nous a amené aujourd'hui à construire cette dépendance au gaz naturel de M. Poutine, en fermant les centrales nucléaires en Allemagne. Et donc là, on est dans le religieux. C'est comme si je vous disais, si vous voulez, en 2035, que des panneaux solaires made in China. Voilà. C'est aussi bête que ça, en fait. On s'en rend pas compte, mais c'est bien de faire le parler. C'est aussi bête que ça. Que des panneaux solaires au charbon. On décide comme ça, c'est fini, voiture thermique, on n'en parle plus. Voilà, alors qu'il faut... Et puis cette règle, de toute façon, est complètement stupide. Quand vous dites 2035, 100% de voitures électriques, ça veut dire que, éventuellement, 15 ans plus tard, si vous changez toutes les voitures, en 2050, vous avez effectivement, entre guillemets, plus d'émissions de CO2 à l'usage. Ce qu'il faudrait faire si on était intelligent, ce qui est un très gros si, c'est-à-dire on devrait viser d'ici 2030, les trajets du quotidien, c'est 80% de nos déplacements. On devrait essayer de se passer le plus possible de voitures pour ces trajets du quotidien. Et quand on peut, soit les remplacer, comme je vous le disais, par un vélo, soit une voiture plus petite, soit du transport en commun, soit du télétravail, ça fait partie de la solution. Mais on doit être capable de se passer au maximum de pétrole et de voitures d'ici là. Et puis les 20% restants, on prendra sa voiture essence, sa voiture diesel. On fera la longue distance avec, parce que la longue distance, c'est encore très compliqué aujourd'hui. Les batteries ont des problèmes d'autonomie. Quand vous allez vous charger, c'est pas 3 minutes. Ça peut prendre 10 quand ça se passe bien. Enfin, quand ça se passe bien, c'est plutôt 30 d'ailleurs. Mais s'il y a quelqu'un devant vous, c'est 1 heure. Oui. Vous rentrez le dimanche soir de week-end, tranquillement, week-end d'ascension. Il y a 3 voitures devant vous. Vous passez 3 heures à la pompe avec vos enfants dans la voiture. Il est 23 heures. Voilà. Le lendemain matin, vous allez sur le Bon Coin, vous mettez votre voiture en vente, c'est terminé. Non, c'est assez délirant quand même de ce point de vue-là. Alors, il faut quand même dire qu'aujourd'hui, il y a beaucoup de gilets jaunes qui roulent en voiture électrique. Pourquoi ? Parce que la voiture électrique d'occasion, en fait, à location, coûte moins cher que le plein du carburant. Quand vous êtes en milieu rural, que vous roulez 30, 40, 50 km par jour, votre facture de carburant, c'est 120 à 150 euros tous les mois. Une Renault Zoé d'occasion, les premières générations, c'est 90 euros par mois. Toute la voiture. Et donc aujourd'hui, sans aide à l'achat, sans rien, vous avez beaucoup de gens modestes, parce que c'est juste du bon sens, qui vont s'acheter une voiture électrique d'occasion comme deuxième voiture. Ça coûte très cher. Bien sûr, ils vont pas rouler en Tesla Model S. C'est sûr. On se retrouve juste après cette petite pause. Oui, vous continuez à nous appeler au 0826 300 300. Et juste après la pause, Sud Radio ouvre son antenne aux auditeurs. Nicolas Meillan, les auditeurs de Sud Radio ont des questions, notamment Christophe d'Angers, qui nous parlera juste après cette courte page de pub. Ici Sud Radio. Les Français parlent au français. Je n'aime pas la blanquette de veau. Je n'aime pas la blanquette de veau. Sud Radio Berkov dans tous ses états. Sud Radio, vous écoutez André Berkov dans tous ses états. Nous recevons pour le face-à-face Nicolas Meillan, membre des Éconoclastes. Et jusqu'à 14h, l'antenne est ouverte aux auditeurs et notamment à Christophe. Christophe, vous nous appelez d'Angers, bonjour. Bonjour Christophe. Bonjour. Bonjour André, bonjour à votre invité. J'ai une petite expérience qui m'a fait un petit peu flipper par rapport à l'énergie. Il y a quelques semaines, nous avons une coupure générale d'électricité dans la région. C'était un mouvement de grève, je ne sais pas ces détails. Je voulais acheter de l'essence, impossible de faire mes courses aussi, puisqu'il faut utiliser une carte bleue. Et puis de toute façon, même avec de l'espèce, les caisses sont électroniques. Pas possibilité de se chauffer, même plus Berkov dans tous ses états, puisque je n'ai plus de poste radio avec des piles, tout passe par Internet, et j'ai eu ce moment de flip en me disant, mais c'est totalement dépendant d'une énergie, en l'occurrence l'électricité, mais pour tout. Et une fragilité par rapport à ça, et alors, je me suis dit, c'est pas la peine d'envoyer des bombes. Hein, il suffit de couper. Tout, les
communication, tout. Alors, il me reste tout de même un sac de charbon pour le barbecue, pour chauffer, et puis je me dis, pourquoi pas acheter un électrogène. Quant aux panneaux électriques... Au panneau solaire ou au panneau électrique? Au panneau solaire, pardonnez-moi. Oui. Ouais, c'est que ça coûte une blinde. Ça coûte une blinde et il faut 10 ans pour rentabiliser. Donc, j'aimerais avoir une réponse un petit peu, une question sur cette histoire de panneaux. Alors, électricité. J'ai eu le même. J'ai eu la chance d'avoir la même expérience que vous, puisque j'ai eu un. Alors, c'était juste chez moi. Hein. D'ailleurs, c'était le câble électrique qui avait cassé, mais c'était au pire moment de l'hiver. Il faisait nuit à 6 heures. Et bien évidemment, ma chaudière à gaz marche à l'électricité. Donc, plus de chauffage. J'ai fini à 14 degrés chez moi. Et donc, je me suis dit, je m'en suis un peu voulu de ne pas avoir fait ramoner la cheminée. Mais je pense que pour l'hiver prochain, ceux qui ont une cheminée, le meilleur conseil que j'ai à leur donner, c'est d'aller la faire ramoner et de peut-être faire quelques réserves de bois. S'acheter 2-3 pulls verts au cas où, si on a l'habitude de vivre à 22 degrés. Mais malheureusement, ce que vous avez vécu, si vous voulez, ça va se répéter. Bienvenue entre guillemets dans le tiers-monde. Là, vous avez vécu le quotidien de quelqu'un qui vit en Inde ou au Pakistan, mais malheureusement, avec les coupures, les pannes, etc. C'est des coupures tous les jours en Inde. C'est des coupures. C'est d'ailleurs pour ça qu'ils n'ont jamais réussi à s'industrialiser, parce qu'ils n'ont pas de bonne qualité d'électricité. Mais nous, malheureusement, si vous voulez, aujourd'hui, la moitié des réacteurs français est à l'arrêt. Quand vous avez développé un parc nucléaire il y a 35 ans sur des réacteurs qui durent sur le papier 40 ans et que vous n'avez pas investi 1 euro pendant 35 ans, il n'y a aucune raison que ça se passe bien dans les prochaines années. Aucun investissement depuis 35 ans dans le nucléaire. Rien. Aucune nouvelle centrale. Aucune nouvelle centrale. Ouais. On n'en a que fermé. Aucune nouvelle centrale. On a arrêté, on parlait tout à l'heure du gaz de schiste, on s'est interdit d'explorer. On a fait la même chose sur le nucléaire. On s'est interdit d'explorer avec la 4e génération. Emmanuel Macron qui a fermé Astrid. Et Dominique Voynet qui avait fermé Super Phoenix en 98. Et parlons pas de Fessenheim. À la dissolution de l'Assemblée nationale. Fessenheim, n'en parlons pas. Je pense que l'objectif c'était de rouvrir un peu de charbon en France. Bon, mais malheureusement, c'est des scénarios qui vont falloir se répéter. Donc, il faut un petit peu s'organiser par rapport à ça. Peut-être avoir quelques. Alors, je suis pas survivaliste, mais voilà, il faut pouvoir tenir pendant quelques jours. Et moi, personnellement, je vais pas faire 2 fois l'erreur et je vais ramoner la cheminée. Voilà. Et le tout électrique, vous voyez, illusion. Attention. Merci beaucoup Christophe Danger pour votre question. On rappelle, vous appelez au 0826 300 300 et nous accueillons Olivier. Bonjour Olivier, vous nous appelez du Val-de-Marne. Bonjour Olivier. Bonjour André, bonjour Monsieur Maillon. Moi, je voudrais dire le tout électrique, j'y suis opposé. Et je ferai juste une phrase d'humour. Allez dire à Monsieur et Madame Flamand Rose dans les salars d'Atacama et en Bolivie de déménager. Parce que c'est une saloperie l'exploitation du lithium, il faut être clair et net. Il y a des gens qui s'y opposent là-bas, des scientifiques, des locaux, parce que ce sont des biotopes, les salars, ce sont des endroits où les flamands roses se nourrissent. Et donc, si c'est pour satisfaire des bobos, en l'occurrence, et des ayatollahs verts qui jamais réellement n'appliquent leur doctrine, non merci. Sur ce qu'a dit votre invité sur l'actualité au niveau du gaz et du pétrole, on a oublié une chose, Nord Stream 2 n'a pas été mis en service parce que les Américains ont tout fait en sous-marin pour provoquer cette guerre qui est en Ukraine actuellement. Il y a un intérêt économique, évidemment avec l'approvisionnement en gaz de schiste, etc. On s'interdit évidemment le gaz de schiste en France. Par contre, le gaz de houille, on l'exploite, mais pas suffisamment parce qu'il y a un bassin énorme entre la Belgique et la France qui est considérable, mais les projets mettent du temps à être mis en œuvre et c'est bloqué au niveau des ministères. Il y avait un autre invité à vous qui avait expliqué le fameux lobby vert de l'éolien au sein du ministère de l'écologie. Certes. Lobby allemand au sein du ministère de l'écologie français. Voilà, qu'il faudrait expulser, mais on n'y arrive pas. Et sur Super Phoenix, c'est très dommageable parce que c'était le futur, en l'occurrence avec Astrid et tout le reste. Il y a les centrales au thorium que les Chinois exploitent
commence à mettre en œuvre, qui brûle les déchets nucléaires. Il n'y a pas besoin de retraitement en l'occurrence. On fait tout pour se scier la branche sur laquelle on est assis. C'est triste à dire, mais moi, je suis pessimiste. Vous avez vu ce qu'a fait Carlos Tavares dernièrement de Stellantis. Il s'est retiré du consortium des constructeurs d'automobiles européens pour protester parce qu'il en a marre qu'on le prenne pour un idiot. Et surtout, il développe la voiture à hydrogène de son côté et l'électrique est une aberration au sens propre. Alors, Nicolas Meillan, donc pessimisme, comme non, on dit. mais alors, trois choses. Vous avez raison de parler de Nord Stream 2, puisque c'est vraisemblablement ce qui est à l'origine. C'est le premier domino de cette guerre en Ukraine, puisque les Américains ont fait pression le sur toutes les pipeline. sociétés. Les Américains, ça fait depuis 90 qu'ils font pression pour éviter que des pipelines soient construits entre la Russie et l'Europe. Mais là, le pipeline Nord Stream 2 avait été terminé en septembre. Il était prêt à être chargé en gaz. On attendait la validation par l'Allemagne, certification. Et effectivement, les Américains ont fait le nécessaire pour que ce pipeline ne soit pas certifié. Et puis derrière, comme les Ukrainiens n'avaient pas non plus qu'il soit certifié, c'est là où on a eu toute la petite musique de « je veux rejoindre l'OTAN », etc., qui a dégénéré dans la situation dans laquelle nous sommes actuellement. Alors pour Superphénix, pour la petite blague, on remercie Dominique de Villepin et sa brillante idée de dissolution de l'Assemblée nationale, puisque c'est quand même grâce à ça qu'on se passe de Superphénix. On aurait pu l'éviter sans. La voiture à hydrogène, alors je vais être très, très franc avec vous. Éventuellement, si vous voulez rouler en voiture à hydrogène, vous venez à Paris, vous prenez un taxi Hype. Ce sera votre seule opportunité de rouler à l'hydrogène. L'hydrogène, c'est plutôt pour du transport éventuellement lourd, peut-être pour des camionnettes, pour des bus, pour des camions, mais si vous voulez une pompe à hydrogène à installer, c'est 1 million d'euros. Une pompe à essence, c'est 10 000 euros. Vous faites le calcul. Si vous voulez tous rouler à l'hydrogène, c'est 10 milliards d'euros au bas mot. Je crois que l'estimation en France, c'est 40 milliards. Alors quand on a beaucoup d'argent magique, 40 milliards, c'est pas grand-chose. Quoi qu'il en coûte. C'est quoi qu'il en coûte. Quand c'est le privé qui paye, c'est un petit peu différent. Ouais. Et au-delà de ça, si vous voulez, l'hydrogène a des problèmes de rendement. Il y a 2 fois moins de rendement, 2 fois plus faible que la voiture essence, diesel ou électrique. Donc dans un monde en contrainte énergie, c'est pas sûr qu'on prenne la solution qui a le rendement le pire. Et puis l'hydrogène, c'est comme l'électricité. On le fabrique à 95% avec de l'énergie fossile, avec du gaz, avec du pétrole et du charbon. Donc tant que vous n'avez pas votre hydrogène entre guillemets vert, ça va être compliqué. Nous en France, on misait beaucoup sur la 4e génération, sur Superphénix, pour justement pouvoir faire cet hydrogène. Mais sauf que a priori, on l'aura pas. Et puis on risque quand même d'être contrainte sur notre disponibilité d'électricité. Merci Olivier. Alors. Joseph. Merci beaucoup Olivier. Et on accueille Thomas. Bonjour Thomas, vous nous appelez de Pau. Bonjour à tous, bonjour Monsieur Bercop. Bonjour Thomas. À votre invité. J'avais une petite remarque. Vous avez parlé, c'est vrai, là, des centrales à charbon allemandes et du coup de la pollution que ça pourrait induire en France. Ouais. Et plus globalement, je vous avais déjà appelé sur le CO2 à l'époque, c'était Marc Fontcave qui était votre invité pour dire que c'était pas la causalité directe. Vous parlez de systémique. La systémique, ça implique qu'il n'y ait pas de causalité directe. En gros, tout est lié. Il y a des relations partout. Donc la pollution atmosphérique, elle se diffuse. Et la France, elle a quand même la chance d'être en façade atlantique, c'est-à-dire que les 3/4 du temps, c'est plutôt la pollution française qui se dissipe à l'est sous le vent qui arrive par l'Atlantique. Donc c'est pour remettre tout le monde à des centrales à charbon. Tout le monde participe, si vous voulez, à la pollution diffuse de la planète. On ne peut pas comme ça cibler un pays ou l'autre. Quand les pays décentralisent tous leur unité de production à l'étranger, justement pour ça, ce sont les pays qui désindustrialisent. Oui, mais quand ils sont piégés, si vous voulez, ils veulent incarner par symbolique une décarbonation de l'économie. Attention, vous savez, la France, elle a quand même fermé ses centrales à charbon et elle a fermé toutes ses industries. Donc effectivement, on envoie des choses à nos voisins, mais on n'envoie plus grand-chose. Et puis regardez, Lafarge, elle est encore propriétaire des centrales à charbon les plus polluantes au monde, notamment en Australie. Oui, mais écoutez, juste un mot quand même, Thomas. Si vous comparez quand même la production de CO2 de la France, c'est-à-dire 0,9, même pas 1%, par rapport à ce qui se passe dans la moitié des pays du monde, qui polluent 100 fois plus, alors il ne s'agit pas de dire qu'il ne faut rien faire chez nous. Mais si vous mettez globalement, vous savez très très bien que beaucoup de pays qui veulent
effectivement, eux, s'industrialiser, etc., dire, attendez, vos préoccupations décarbonées et non polluantes, c'est très sympathique, mais nous, on veut que nos pays se développent, et alors on attendra, on a le temps et on attendra plus tard. C'est ça qui se passe. Non, mais c'est juste un peu comme l'histoire du Dieselgate. On a dit le diesel, ça balance moins de CO2, c'est mieux. Ben non, ça balance plus de particules fines pour la santé, c'est pire. Et on décentralise tout, les unités de production, mais les industries aussi. Et on fait venir ça par bateau. Donc c'est vraiment un effet très pervers de cet aspect taxation. Le CO2, ça a été un outil d'aide à la décision pour les décideurs et les politiques. Dans les années 90-2000 et il faut regarder les conséquences que ça a eu, c'est juste ça que je veux dire. Évidemment, il n'y a pas de solution parfaite, tout est compliqué, mais on peut juste un chiffre, une vision vraiment systémique pour le coup. Oui, mais systémique, mais il faut le chiffrer, le systémique, Thomas. Nicolas juste un chiffre, si on regarde les émissions de CO2 de la France depuis 1990, elles ont diminué, donc on est beau sur la photo, mais si on regarde l'empreinte carbone de la France, où on prend en compte aussi nos importations, là ça a augmenté. Quand on regarde la diminution des émissions de CO2, 40% c'est l'industrie. Donc si notre prochain gouvernement, si notre ministre de l'écologie, qui a priori sera peut-être reconduite, nous annonce, mon objectif c'est d'augmenter nos émissions de CO2 parce que je vais réindustrialiser mon pays et que ça fera baisser les émissions de CO2 au niveau mondial, alors là on aura peut-être quelqu'un de pertinent et on pourra commencer à lui faire confiance. Mais a priori, je pense que c'est pas parti pour. Oui, puis ça permet encore une fois de cacher le reste des polluants. Voilà. Les climatisations, on va faire des équivalents carbone. Voilà. On va vous dire une molécule de CFC, c'est 3000 équivalents carbone, parce qu'elle reste 3000 ans dans l'atmosphère, elle fait des trous dans la couche d'ozone, ce ne fera jamais du CO2. C'est pour ça que d'effacer non, mais on est d'accord, Thomas, mais en fait, c'est pour ça qu'il faut envisager globalement la chose et pas les 2 poids et 2 mesures dont on nous approuve aujourd'hui. Merci en tout cas. Merci beaucoup, Thomas. On se retrouve juste après la pub avec Sébastien de Besançon qui a composé le 0826 300 300 pour poser une question à l'invité du Face à Face aujourd'hui sur Sud Radio dans Berkov dans tous ses états, Nicolas Meillan, membre des Éconoclastes. À tout de suite sur Sud Radio. Ici Sud Radio. Les Français parlent au français. Les carottes sont cuites. Les carottes sont cuites. Sud Radio Berkov dans tous ses états. On est ensemble jusqu'à 14h. Les auditeurs ont la parole sur Sud Radio. On est avec Nicolas Meillan, membre des Éconoclastes, et Sébastien de Besançon. Bonjour Sébastien, vous avez composé le 0826 300 300. Bonjour Sébastien. Bonjour Sébastien. Bonjour André, bonjour à votre invité. Alors moi je voulais évoquer un petit aspect en fait idéologique qui se cache derrière tout ce dont vous parlez depuis presque une heure. Oui. Puisque en 2004, moi j'étais président du bureau français de la Fondation Polaire Internationale et je vivais au Brésil. Oui. Et moi je travaille sur pas mal de projets avec beaucoup de fondations. Je travaille en Europe avec WWF, avec Pro Natura au Brésil. Et je me souviens juste comme ça 2-3 anecdotes d'un déjeuner avec le président de Pro Natura, quelqu'un d'adorable et fondation qui fait un travail fantastique par ailleurs. Et au fil de la conversation, j'en arrive à lui dire mais tu te rends compte que le CO2 c'est pas vraiment le problème que... Et il me répond mais oui je sais bien mais c'est comme ça qu'on changera les choses. Plus tard, je travaillais avec la TSR donc sur des projets de séries télé éducatives sur l'environnement. Ouais. Et j'en ai obtenu un label UNESCO décennie du développement durable. C'était de 2004 à 2014. Et il m'invite à Paris pour évoquer des documents, enfin des gros bouquins qu'ils j'avais édités, pour envoyer en 13 langues dans le monde entier à tous les professeurs pour faire passer la doctrine du réchauffement climatique. À l'époque, c'était encore réchauffement climatique. Ouais. Et autour de la réunion, enfin durant la réunion, moi j'avais pris connaissance des documents avant, je leur dis mais vous vous rendez compte que la moitié de ce qu'il y a dans ces documents, c'est scientifiquement pas juste. C'est-à-dire que vous ne pouvez pas l'affirmer, il y a même des choses fausses dedans. Et j'ai entendu la même réponse, c'est-à-dire non mais on sait bien, mais c'est comme ça qu'on changera les choses. Ça. On sait que c'est faux, mais ça va avancer le schmilblick. Ouais. Voilà. Et en fait le problème, moi j'ai passé 12 ans de ma vie à travailler dans ce domaine-là, j'ai passé 12 ans de ma vie à entendre ça. Et le problème c'est que, je ne sais pas si franchement vous êtes au courant, en tout cas votre invité doit le savoir, je crois que c'est à partir de 2025, normalement il n'y a plus un seul véhicule diesel qui doit circuler en France, en tout cas pas dans les agglomérations de 100 000 habitants. 2030. Non mais
Non, circuler dans les agglomérations de plus de 100 000 dans les habitants. zones à faible émission, Paris c'est 2024, après les autres, j'ai pas la date et l'heure exactement, mais effectivement c'est la tendance. Pour le diesel. Oui. Et en France, on a entre 24 et 25 millions de véhicules diesel à changer d'ici 2025. Ouais. Et ce que je voulais juste dire, c'est, puis avoir l'opinion de votre invité sur la question, c'est en fait de l'idéologie menée, que certains ont et qui ont les moyens de développer ce genre d'idéologie au réel. On va se confronter à un réel en 2025 qui va être qu'on ne pourra pas changer tous les véhicules diesel, on ne pourra pas passer au tout électrique. Et donc il y a 25 millions de personnes qui vont se retrouver à la porte des grandes agglomérations. Et en fait, toute cette idéologie-là, elle va juste se confronter au réel. Et le réel, il est terrible, parce que le réel, il ne ment pas. Et tout ce que vous dites depuis tout à l'heure sur tous les calculs qu'on peut faire, ça marche pas, il faudrait plus de centrales nucléaires pour alimenter les véhicules électriques et blablabla et blablabla, le réel va nous rattraper terriblement, il va rattraper les politiques terriblement. Donc voilà, je voulais juste avoir l'opinion de votre invité sur cette question idéologique qui est pour moi, en fait, le nerf de la guerre, c'est l'idéologie qu'il y a derrière. Oui, je crois, Nicolas Meyer, mais vous n'êtes pas loin, ce que vous appelez, vous, religion, Nicolas Meyer, il l'appelle idéologie. On est dans la religion depuis 20 ans parce qu'on a les moyens de le faire, en fait. On peut se permettre de faire de la religion, ça n'a pas de conséquences, ni dans un sens d'ailleurs, ni dans l'autre. Mais je vous rappelle une autre... Si, ça a des conséquences. Un objectif, par exemple, religieux, c'est un candidat à l'élection présidentielle en 2012, j'ai oublié son nom, qui promettait 50% de nucléaire en 2025. Bon, ça s'est confronté au réel. Nicolas Hulot l'a fait sauter et on oublie ces objectifs. Les Allemands ont des objectifs aussi sur le charbon. Ça se confronte au réel, ça saute. En agglomération parisienne, on devait passer le critère 3, je crois, le mois prochain. On se confronte au réel, ça saute. Donc en 2024, ça va sauter. En 2025, ça va sauter. Donc vous ne faites pas trop de soucis sur ces choses-là. C'est des promesses, comme la promesse en 2035. C'est les gens qui organisent ça ne seront plus là à ce moment-là pour vérifier les choses. On rentre aujourd'hui dans l'économie réelle. Moi, je fais partie des gens qui regardent... je fais partie de l'association pour l'étude du pic pétrolier. Donc ça fait 20 ans qu'on regarde les contraintes d'approvisionnement en pétrole et en gaz. Ça fait 20 ans qu'on essaie d'alerter les pouvoirs publics, les personnes autour de nous, qu'il faut s'organiser pour réduire notre dépendance au pétrole et au gaz. Et ça fait 20 ans que tous les décideurs ferment les yeux sur ce problème. Le débat national de la transition énergétique en France, le mot pétrole apparaît 3 fois dans les 600 pages. On n'en parle pas. Le Green Deal européen, le mot pétrole n'apparaît pas, alors que c'est le sang de l'économie. Et donc là, le conflit en Ukraine nous ramène à la réalité et il va falloir arrêter de faire des beaux projets religieux. On va plus avoir le choix que de passer à l'action et c'est pour ça plutôt une bonne nouvelle. C'est ça, non mais je veux dire, ce que vous dites, effectivement, c'est Sébastien, là, que nous avions. Oui, c'est Sébastien. En fait, l'idéologie, si vous parlez d'idéologie, ce que Nicolas Meyer appelle la religion, se heurte au réel. Et effectivement, on peut espérer, j'espère, ou alors devenir un peu en asile d'aliénés, que les 24 à 25 millions de voitures diesel ne vont pas se retrouver stoppées et ces gens-là ne vont pas se retrouver absolument errants dans la périphérie des cités. Je crois que vous savez, à un moment donné, et heureusement, alors il peut arriver le contraire, voilà, c'est que le réel frappe à la porte et que peut-être la raison peut retrouver une partie de ses droits. En tout cas, il faut l'espérer. Merci beaucoup Sébastien d'avoir composé le 0826 300 300 et on accueille Nicole. Bonjour Nicole, vous appelez du Bourget. Bonjour Nicole. Bonjour Nicole. Bonjour toute l'équipe, bonjour André Berkoff, à notre clairvoyance des clairvoyances. Merci pour tout. Merci à vous. Eh bien, oui, en architecture, on étudiait la maison du Fada. Et dans la maison du Fada, donc, il y avait tout dedans. Donc en fait, c'est un peu ça qu'ils veulent reprendre dans les mégapoles. C'est-à-dire qu'en fait, on ne circulera plus. On aura des immenses immeubles de kilomètres de haut, là ils savent déjà le faire. Et en plus la pollution sera réduite énormément puisque la Géorgie à Guidestone, il prévoit que 500 millions d'humains. Alors déjà, comme ça on connaît le tarif. Ah oui, vous parlez des gens qui veulent éliminer, démolir la moitié de la population de la planète, c'est ça? Tous vaccinés, tous contaminés, tous condamnés dans les oui, enfin, je pense pas que ça va. Franchement, je ne pense pas que ça va arriver là. Demandez à Miss Blablabla ce qu'elle en pense, vous allez voir.
Qui ça? La solution, blablabla. Ah oui, mais enfin. Réduction de la population, c'est ça. Hein. Enfin bon, donc en plus, moi ce que je voulais savoir. Oui, dites-nous tout. Donc Myriam Muriel Gordal, c'est une dame qui dans les commentaires le disait, parce que je note beaucoup de commentaires. Alors elle disait, connaissez-vous l'énergie du point zéro, qui est une énergie inépuisable? Ben voilà, parce qu'il y a d'autres fois sur d'autres sites. Non mais c'est quoi rapidement, parce que. Mais voilà, et ben d'autres sources d'énergie, qui est une énergie inépuisable et gratuite, qui ne pollue pas et sans danger. Avec cette énergie, toutes les énergies fossiles disparaîtront et la pollution avec. Alors c'est quoi l'énergie? Vous avez entendu parler de ça? 2.0 et d'autres sur Internet, quand on tape, c'est 2.0. Alors il y a un jeune homme scientifique qui explique, enfin bon. Alors attendez, on va se renseigner tout de suite. Léonard de Vinci a inventé le moteur perpétuel, et quand on regarde sur Internet depuis déjà 2 ans, ils l'ont créé, mais simplement les gens qui l'ont fait, qui avaient fait une association, tout ça, ils ont disparu, ils ont séquestré on voit ça dans la voiture. Là. Oui, mais attention. On aimerait tous que ce soit le cas, mais malheureusement, toutes ces idées de Géo trouve tout, elles n'ont pas pu voir le jour, pas parce que il y a le grand méchant loup de Total, des énergies fossiles qui l'a tué. C'est juste parce qu'en fait, le pétrole rend un service incroyable. Il embarque beaucoup d'énergie dans une toute petite taille et un tout petit poids. Et ça, malheureusement, on aura beaucoup de mal à faire mieux, à part le nucléaire, mais on n'a peut-être pas encore envie de mettre un réacteur dans nos voitures. Non, l'énergie 2.0, c'est celle qui remplit vos caractéristiques. Effectivement, c'est celle que l'on ne consomme pas. Elle coûte beaucoup moins cher, elle ne pollue pas, etc. C'est celle qu'on ne consomme pas. Ça s'appelle la sobriété. Et c'est les économies. Hein. C'est vraiment ça qui peut nous sortir un petit peu de la panade. Il va falloir apprendre à économiser. Les économies. Économiser, consommer moins d'énergie et s'en passer quand on peut le faire. Alors, juste, dernière question, là on arrive en fin d'émission, Nicolas Meillan. La voiture électrique, en fait, là, pour tous, pour chacun, c'est vraiment un modèle d'avenir ou pas? Alors, moi j'ai beaucoup, quand je fais des conférences, les gens viennent me voir et disent, mais est-ce que la voiture électrique c'est fait pour moi? Alors quand on se pose cette question-là, il y a 4 questions à se poser. Premièrement, est-ce que vous habitez en ville? Est-ce que vous avez une place de stationnement? Si vous n'avez pas de place de stationnement, la réponse est non. C'est terminé. C'est pas pour vous. Vous avez une place de stationnement. Est-ce que vous avez une prise de courant dessus? Si vous n'avez pas de prise de courant, la réponse est non. Vous avez une place de stationnement avec une prise de courant. Ce qui en ville, c'est pas forcément évident avec les copropriétés. Est-ce que vous roulez 30 à 40 km par jour pour pouvoir amortir le surcoût de la batterie? A priori, les gens qui habitent en ville, c'est non. Et enfin, vous avez une place de stationnement, une prise, vous roulez 30 à 40 km par jour. Est-ce que vous avez une deuxième voiture pour partir en vacances? Parce que vous n'allez pas partir au ski ou sur la Côte d'Azur en Renault Zoé. Et même à Deauville, c'est pas évident. Et donc, si vous avez répondu oui à ces 4 questions, alors c'est fait pour vous. Et c'est pour ça que c'est fait plutôt pour des gens qui habitent en milieu périurbain et rural. Et pour reprendre votre exemple de cet immeuble incroyable de la Smart City, ça c'est vraiment tout ce dont on n'a pas besoin. Et la voiture électrique, elle n'est pas faite pour ces Smart City. D'ailleurs, la Smart City, elle est faite pour personne. Hein. En tout cas, si vous habitez en ville, voilà, vous êtes prévenu. Si vous allez en ville, ce qui est fait pour vous, ça s'appelle un vélo, éventuellement un vélo électrique. Je suis venu en vélo électrique. Si vous avez des pistes cyclables, ou même une petite voiture éventuellement, mais les grosses voitures, voire les tanks électriques, puisqu'aujourd'hui, c'est surtout ça qui se développe. Hein. C'est tous en tank électrique. A priori, non, c'est pas fait pour tout le monde. Voilà. Résultat, à volter. Merci beaucoup Nicolas Meillan, membre des Éconoclastes, d'avoir été avec nous pour le Face à Face avec André Berkoff. Tout de suite sur Sud Radio, Brigitte Lay, comment devenir un bon amant, avec son invité Bruno Martin, psychanalyste, psychomomaticien et auteur de L'amour et vous, pourquoi les femmes aiment et les hommes désirent.